E ora invitiamo sul palco Gabriele Gamberini che intervisterà Patrice Leconte. So now we welcome on the stage Gabriele Gamberini, who's interviewing Patrice Leconte. Je suis vraiment très heureux d'être là. Sono felicissimo di essere qui con voi, Évidemment. ovviamente. Parce que je suis déjà venu plusieurs fois à Venise, Sono già venuto diverse volte a Venezia, mais c'était au Lido pour la Mostra. ma ero al Lido per la mostra. Et donc là, cette fois-ci, pour cette occasion très agréable, je me suis arrêté à Venise et j'en suis très heureux. E quindi questa volta, in questa occasione molto piacevole, mi sono fermato a Venezia e ne sono felicissimo. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le constater, je ne parle pas un mot d'italien et je le regrette beaucoup. Il problema è che, come lo potete constatare, non parlo la minima parola di italiano e mi rincresce moltissimo. Parce que je pense que si je parlais italien, j'aurais un accent formidable. Perché penso che se parlassi italiano avrei un accento meraviglioso. Vous savez, quand on s'amuse à faire semblant de parler italien, on parle comme ça, et je crois que j'aurais un bon accent. Sapete, quando si fa finta di parlare italiano così, sono convinto che avrei un ottimo accento. Voilà, donc nous allons aborder mon monde, mais le monde de Patrice Leconte, c'est impressionnant quand même. Quindi stiamo per affrontare il mio universo. Devo dire che il mondo di Patrice Leconte è una cosa abbastanza impressionante. Mais soit on fait ça en 5 minutes, soit on fait ça juste 5 minutes, Allora lo facciamo solo in 5 minuti, soit je vais avoir besoin de 8 ou 9 heures. o se no avrei bisogno di 8-9 ore. Et en fin de compte, on va faire entre les deux. Allora penso che faremo una via di mezzo. Et donc ce que vous avez prévu, c'est qu'on va montrer des extraits de films. Tout à fait. Quindi la cosa prevista è che vi facciamo vedere 6 estratti di film tratti dalla grandissima filmografia di Patrice Leconte e le commenteremo insieme. Quindi io parlerò in francese con Patrice Leconte, poi tradurrò in italiano per il pubblico e la ragazza tradurrà in inglese per il pubblico internazionale. Et c'est Gabriella qui a choisi les extraits. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez que je vous dise ce que j'ai choisi? J'ai dit non, j'aime bien les surprises. En realtà no, in realtà non sono stata io a scegliere gli estratti, è stata Roberta Novelli e il suo team, ma è vero che gli ho chiesto se voleva sapere quali fossero, mi ha detto no, preferisco l'effetto di sorpresa. Donc allons-y pour les surprises. Allora, cominciamo con le sorprese. Voilà, donc nous avons commencé par ce merveilleux extrait d'un de mes films préférés, je dois dire. Donc je suis très contente que nous commencions par Le mari de la coiffeuse. Je pense que l'extrait a été très bien choisi parce qu'en fait c'est un flashback qui explique toute la suite des événements. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Allora, sì, traduco, scusate. Quindi cominciamo con questo estratto bellissimo di uno dei miei film preferiti, peraltro. Secondo me questo estratto è stato scelto con molta cura e molta pertinenza perché in realtà è un flashback che spiega tutto il seguito della storia. En fait, ce projet de film me trottait en tête depuis longtemps, avant que je n'ose le faire. In realtà avevo questo progetto di film in mente da tantissimi anni prima di realizzarlo. Parce que j'avais des bribes comme ça, des petits bouts de scènes, de films, des envies d'images, de salons de coiffure, mais je n'arrivais pas à savoir exactement quel film je voulais faire. Avevo tantissime immagini in mente, tantissimi estratti che mi trottavano per la mente, per la testa, ma non sapevo in realtà cosa farne, non sapevo che tipo di film volevo realizzare a partire da queste immagini. Et en fait, ce qui a précipité les choses, c'est une situation assez originale. E il fattore che ha precipitato la situazione è un elemento abbastanza originale. Il y avait un producteur en France pour lequel je travaillais, pour lequel je faisais des films publicitaires.
C'era un produttore in Francia per il quale lavoravo, facevo dei film pubblicitari. et qui m'avait invité un jour à déjeuner pour me dire qu'il voulait produire des longs métrages. E un giorno mi ha invitato a pranzo per dirmi che voleva produrre lunghi metraggi. Et comme on s'entendait bien et qu'il me faisait confiance, il m'avait dit je veux que le premier long métrage que je produis, ce soit un film à toi, Patrice. E siccome andavamo molto d'accordo e aveva fiducia in me, mi ha detto: voglio che il primo lungometraggio che io produrrò sia tuo. Alors il me dit qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu as comme projet? E mi ha chiesto: che cosa hai in mente, che progetti hai? Alors qu'il fallait bien que je réponde quelque chose. Ovviamente dovevo rispondere qualcosa. Et j'ai dit oui, j'ai une idée comme ça, c'est un peu vague. E gli ho risposto: sì, ho un'idea un po' vaga ancora. C'est l'histoire d'un petit garçon qui aime bien avoir les cheveux courts È la storia di un ragazzino a chi piace avere i capelli corti et qui pense que les coiffeuses sont des femmes exceptionnelles. e che pensa che le parrucchiere siano donne eccezionali. Alors le producteur en face de moi, il me disait bon, alors qu'est-ce qui se passe? E il produttore di fronte a me mi diceva: ma allora cosa succede? Eh ben je lui dis plus tard il grandit et il épouse une coiffeuse. E poi cresce e sposa una parrucchiera. Bon, alors qu'est-ce qui se passe après? E cosa succede dopo? Eh ben ils sont heureux. Sono felici. Et quoi d'autre? E poi? C'est tout. Basta così. Et j'entends encore cet homme me dire, il était fou, hein, me dit très bien, je vais produire ce film. E sento ancora quest'uomo, devo dire che era un po' pazzo, dirmi: perfetto, produciamo questo film. Donc quand je l'ai quitté devant le restaurant, je lui ai dit au revoir et je suis allé dans la rue et je me suis dit maintenant je suis obligé de le faire. E quindi quando siamo usciti dal ristorante, che ci siamo ritrovati per la strada, ho pensato: ok, adesso lo devo fare. Donc je pense que, enfin je suis sûr même que c'est la folie de cet homme qui m'a donné le culot ou le courage de faire ce film. Penso, anzi sono convinto che sia la follia di quest'uomo che mi abbia dato l'audacia di fare questo film. Parce que quand j'ai écrit ce film et quand après je l'ai tourné, pendant tout le temps, je me disais que ce film n'intéresserait personne. Perché durante tutto il tempo in cui ho scritto, poi girato questo film, ero convinto che non avrebbe interessato nessuno. Parce qu'il était trop intime, trop fragile. Et en fait, ça a été le contraire. Perché era un film troppo intimo, molto fragile, e in realtà è successo proprio il contrario. Et le film, enfin, est sorti, enfin c'est un peu prétentieux de dire ça, pardon, mais il a eu du succès dans des tas de pays étrangers, au Japon, en Espagne, en Italie, et dans plein d'endroits. E forse è presuntuoso da parte mia dirlo, ma questo film in realtà ha avuto tantissimo successo in Francia, in Italia, in Spagna, in tantissimi altri paesi. Mais ce qui prouve bien qu'on ne se rend jamais très bien compte de ce que l'on fait quand on est en train de le faire. Il che dimostra che uno non si rende mai veramente conto di quello che sta facendo quando sta lavorando. Et puis il y a eu, dans la préparation du film, il y a eu un moment qui a été assez magique. C'était quand je cherchais la coiffeuse, l'actrice pour jouer la coiffeuse. E durante la preparazione del film c'è stato un momento abbastanza magico, è stato il momento in cui cercavo l'attrice che avrebbe incarnato il ruolo della parrucchiera. Je voulais que ce soit une actrice, une femme qu'on n'ait jamais vue, enfin qu'elle soit originale pour nous autant que pour le personnage de Jean Rochefort, qu'on ait envie de la connaître. Volevo che fosse un'attrice non tanto conosciuta, che sia originale e che il pubblico avesse voglia di incontrarla, di conoscerla. J'avais vu une photo d'Anna Galliena et j'avais demandé à la rencontrer. Et donc j'étais venu à Rome pour la rencontrer. Avevo visto una fotografia di Anna Galliena e avevo voglia di incontrarla e sono andato a Roma per fare la sua conoscenza. J'étais arrivé en avance au rendez-vous, évidemment, et elle est arrivée parfaitement à l'heure. Sono arrivato in anticipo, ovviamente, all'appuntamento. Lei è arrivata puntualissima. Elle a traversé le bar, elle s'est assise en face de moi, et en 3 secondes et demie, j'étais sûr que c'était elle qui serait la coiffeuse. Ha attraversato il bar, si è seduta di fronte a me e in 3 secondi e mezzo
ero convinto che sarebbe stata lei. Il y avait comme une espèce d'évidence et des tas de spectateurs du film sont tombés amoureux d'Anna Galena. Per me è stata una specie di evidenza, una cosa ovvia, e tantissimi spettatori si sono innamorati di lei. Et pardon, je suis trop bavard et comme il y a 48 extraits, je crois, il faut... Bon, sono un po' chiacchierone, ci sono tanti estratti, allora finiamo qua. Moi, j'aurais une question à vous poser. L'importance du parfum dans votre travail, dans l'ensemble de vos œuvres. Parce que, par exemple, même dans L'homme du train, à un moment donné, dans la salle de bain du vieux professeur, on aperçoit très furtivement un flacon d'eau de Cologne du Mont-Saint-Michel, qui est à la mesure du personnage, très humble, très, très simple, très sage. Dans aussi la veuve de Saint-Pierre, il y a ce moment très beau où Pauline demande à son mari « Est-ce que tu aimes mon nouveau parfum ?» Et puis évidemment, dans le mari de la coiffeuse, les parfums ont un rôle magistral, puisqu'on commence l'extrait en disant « Il faisait très chaud, elle sentait encore meilleure ». Et puis il y a cette phrase extraordinaire lorsque Madame Schaeffer meurt, brusquement. Vous dites, je crois, la mort est jaune citron et sans la vanille. Donc, après je traduirai. Donc, pourquoi cette importance du parfum dans votre travail? Dunque, dicevo a Patrice Lecomte che secondo me i profumi, le sensazioni olfattive sono molto importanti nel suo lavoro. Ho citato 2 o 3 estratti, ma questo qui in particolare dimostra quanto i profumi siano importanti nel suo lavoro. C'est purement intuitif et personnel, c'est que j'ai toujours été sensible aux parfums, mais aux parfums et aux odeurs en général. In realtà è una cosa molto intima, personale e intuitiva. Sono sempre stato molto sensibile agli odori e ai profumi in particolare. Il y a des parfums qui sont vraiment... C'est très subjectif, hein, les histoires de parfums, mais il y a des parfums qui sont parfaitement enivrants, il y a des parfums qui sont détestables, il y a des... oui, c'est très subjectif, mais cette subjectivité-là me touche et c'est amusant d'essayer de la transmettre avec des images. Dunque ripeto, i profumi è una cosa molto soggettiva, ci sono profumi inebrianti, altri profumi che danno fastidio, ma era molto interessante per me cercare di trasmetterli tramite immagini. L'autre question que je voulais vous poser, c'était à propos de la philosophie du père, qui n'apparaît pas dans cet extrait, mais qui est très importante, et qui explique que son rêve se réalise. Le père dit à un moment donné dans le film, il suffit de croire très fort à ses rêves pour qu'ils se réalisent. Vous partagez cette opinion? Oui, enfin, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aucun rêve n'est impossible. Ça, j'en suis certain. Dicevo che in un altro momento del film il padre dice a Antoine, il ragazzino, basta sognare fortemente, vivamente e i sogni si possono realizzare. E ho chiesto a Patrice Lecomte se condivideva questa filosofia di vita e dice di sì, almeno non c'è, cioè tutti i sogni sono realizzabili. Il vaut mieux, évidemment, si mon rêve c'était d'aller sur la Lune demain, ça c'est pas sûr que ça se réalise. Mais, ou peut-être en rêve, en fait. Mais non, aucun rêve n'est impossible, ça je suis sûr. Sono convinto che nessun sogno non sia impossibile, a parte naturalmente il sogno di andare sulla Luna, che è un caso estremo. Une dernière question, si vous permettez, à propos du mari de la coiffeuse. La conception de l'amour, la conception de ce couple, la relation de ce couple complètement fusionnel, de leur rencontre jusqu'au suicide de la coiffeuse, en fait. C'est un couple qui vit en huis clos, puisque tout se passe à l'intérieur du salon, qui vit aussi en vase clos, puisqu'il ne fréquente quasiment personne. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer cette forme d'amour, cette forme d'osmose? Vous ne devez pas traduire en italien? Dicevo che l'ultima domanda a proposito di questo film è la concezione dell'amore. In questo film l'amore è veramente un amore assoluto, i 2 personaggi vivono in osmosi totale, vivono all'interno di questo salotto, non ne escono, non frequentano nessuno. È veramente un amore assoluto fino al suicidio di lei, per paura appunto che questo amore svanisca. Quindi chiedevo a Patrice Lecomte perché ha fatto questa scelta di amore così osmotico, se la parola esiste. Mais tout simplement pour prendre le contre-pied des exigences que nous avons trop souvent dans la vie. In realtà semplicemente per prendere il contropiede delle esigenze che abbiamo tutti nella vita.
On veut souvent des choses compliquées, on est exigeant, on veut toujours plus. Et je voulais raconter une histoire idéale, très minimaliste, d'un couple qui, par amour, se suffit à soi-même. Siamo sempre esigenti, vogliamo sempre cose nuove, altre cose, e volevo raccontare in questo film la storia di un amore minimalista, di una coppia che è autosufficiente, il loro amore basta e colma tutti i loro bisogni. Oui, il était enfant, il rêve d'épouser une coiffeuse, il l'épouse, ils sont heureux, voilà, c'est tout. La trama è semplicissima, da bambino sognava di sposare una parrucchiera, la sposa ed è felice, tutto qua. Allora penso che possiamo vedere il secondo estratto. Ridicule, dunque 1996. Alors nous avons ici une atmosphère tout à fait différente avec des couleurs flamboyantes, la langue magnifique du 18e, avec les joutes oratoires, avec tout ce que ça comportait. Je remarque que de nouveau l'acteur est Jean Rochefort, c'est votre acteur fétiche. Allora, qui abbiamo a che fare con un'atmosfera totalmente diversa, con colori fiammeggianti, la lingua magnifica del Settecento francese, e uno degli attori che si vede a un certo momento è Jean Rochefort, e ho chiesto a Patrice Lecomte se fosse il suo attore prediletto. Ce qui est vrai, sans doute c'était mon acteur fétiche, comme vous dites, mais ce qui est vrai, c'est que c'est l'acteur avec lequel j'ai fait le plus de films, parce que j'ai tourné 7 films avec Jean. Effettivamente, come dice lei, è un attore prediletto per me perché ho girato 7 film con lui. Et il y a eu un truc assez amusant, c'est que Jean est très fier était très fier d'avoir une moustache. C'è un dettaglio particolare interessante è che Jean Rochefort era perché è mancato da poco, era molto orgoglioso dei suoi baffi. Et je lui ai dit, oui, mais pour le film, il faut qu'on rase ta moustache, parce qu'au XVIIIe siècle, les gens qui avaient une moustache, c'était les militaires ou les roturiers. Sì, capisco, però per la lavorazione di questo film devi rasarti questi baffi, perché nel Settecento portavano i baffi solo i militari e les roturiers, vous avez dit? Oui, les gens e la gente, cioè i non nobili, la gente normale, diciamo. Et donc ça lui a fait... Il a accepté, évidemment, parce qu'il n'avait pas le choix. Mais il m'a dit, c'est affreux, parce que quand j'ai plus de moustache, j'ai l'impression de me sentir tout nu. Ovviamente ha accettato, ma mi ha detto, guarda, quando non ho i miei baffi mi sento nudo. Et il y a eu enfin c'est anecdotique, hein, c'est pas captivant, mais il y a un acteur que j'aimais beaucoup, avec lequel j'ai souvent tourné, qui avait simplement une journée de tournage dans le film, qui faisait un notaire. Allora, questo è un aneddoto, ma voglio parlarvi di un attore che doveva girare solo una giornata con noi e faceva la parte di un notaio. Et cet acteur lui-même a une moustache. E anche lui aveva baffi. Et je lui dis, Maurice, les notaires au XVIIIe siècle n'avaient pas de moustache. E gli dico la stessa cosa, guarda Maurice, nel Settecento i notai non avevano i baffi. Donc il faut que tu rases ta moustache. Quindi la devi rasare. Ah, il dit, oh non, rasare non, i ça, baffi. je peux pas. Ça va mettre du temps à repousser, c'est pas possible. E diceva no, non è possibile perché ci vorrà troppo tempo perché ricrescano. Et je lui dis, mais regarde, Jean Rochefort a accepté de couper sa moustache. E gli ho detto guarda che Jean Rochefort lui ha accettato di tagliare i baffi. Il a eu cette réponse qui m'a accueilli. Il m'a dit, oui, mais Jean Rochefort, il a 30 jours de tournage, moi j'en ai qu'un. E ha avuto questa risposta che mi ha colpito, ha detto sì, ma Jean Rochefort lui girerà per 30 giorni, io per uno solo. C'était le scénario, quand je l'ai reçu, c'est un scénario que je n'ai pas écrit du tout. C'est un scénario qui m'a été proposé et c'était tellement bien écrit qu'il ne fallait pas changer une seule virgule, c'était comme ça. Io ho ricevuto la sceneggiatura pronta, non ho cambiato neanche una virgola, talmente era perfetta. Et c'était la première fois que je tournais un film, comme on dit, un film en costume ou un film d'époque. C'était la première fois. Ed era la prima volta per me che giravo un film, come si dice, un film d'epoca, un film in costume. Et en fait, j'allais, comme je ne voulais pas me laisser séduire par les robes, les perruques,
les calèches ou les châteaux. Et alors j'allais au tournage en répétant à voix haute dans ma voiture, je ne fais pas un film d'époque, je ne fais pas un film d'époque, je ne fais pas un film d'époque. E per non lasciarmi sedurre dalle parrucche, dai costumi, dai calessi, eccetera, quando andavo sul set, nella mia macchina, mi ripetevo in continuazione: non faccio un film d'epoca, non faccio un film d'epoca. Parce que j'étais évidemment pas le premier à faire un film qui se passe au XVIIIe siècle. Et ma crainte terrible, c'était de faire un film trop classique. Perché naturalmente non ero il primo a girare un film su questo periodo del Settecento e avevo molta, ma una grandissima paura di fare qualcosa di troppo classico. Et sur le tournage, on prenait des libertés pour la mise en scène, la lumière et tout ça. Et on croyait qu'on était en train de faire un film pas classique du tout. Et en fait, ça reste assez classique. Enfin, un mélange. E sul set avevamo la sensazione di essere liberi, di giocare con le luci, di fare tagli, eccetera, per produrre un film che non fosse classico, ma in realtà lo è un po' lo stesso. Alors, à propos justement de cette époque, donc du 7e, avec tous les jeux de mots, mais aussi tous les jeux de toute la gestuelle que nous avons vus, il y a un moment très important, très beau, je trouve, qui est le moment où, évidemment, le marquis de Malavoie enlève le masque et ose, lui, être authentique et expliquer son projet humanitaire face à tous ces personnages oisifs qui n'ont aucun idéal. Donc je trouve ce moment absolument magnifique. Et j'apprécie beaucoup aussi le fait que la marquise de Breilhac ait le même geste à son tour quand elle enlève son masque. Allora dicevo che secondo me in questo estratto c'è un momento molto bello, che è quello in cui il marchese si toglie la maschera e lui osa affrontare questa società di persone, come dire, senza lavoro, senza ideali, senza progetti, e osa chiarire quale sia il suo. E poi c'è un momento che gli fa pendant quando anche la marchese di Breilhac si toglie anche lei la maschera. Et il y a un tout petit détail que je trouve extraordinaire, c'est la larme qu'on voit poindre à un moment donné. Et alors c'est peut-être une association d'idées qui m'est personnelle, je ne sais pas, mais ça m'a vraiment fait penser aux liaisons dangereuses, au moment où Madame de Merteuil aussi pleure parce qu'elle se rend compte qu'en fait, le marquis de Valmont regarde la présidente de Tourvel comme elle n'a jamais été regardée. Enfin, vous avez aussi cette sensation de... Oui, enfin c'est... Oui. Dicevo che nel momento in cui, non so se avete notato che a un certo punto quando la marchese si toglie la maschera, si vede una lacrima nel suo occhio, e questo piccolo momento mi ha fatto pensare a un'altra scena di un altro film, dei Legami pericolosi, in cui la marchise de Merteuil, anche lei piange quando si accorge che il suo grande amante Valmont guarda la presidente de Tourvel con uno sguardo innamorato, pieno d'amore, che non ha mai avuto per lei stessa. E quindi pensavo che fosse molto interessante paragonare le due scene. Oui, cette scène du bal, c'est pratiquement la fin du film. Et le visage de la marquise de Blaillac, c'est le visage d'une femme triste qui se rend compte à quel point elle est en train de tout perdre et qu'elle a déjà tout perdu. Esattamente. Sì, appunto questa lacrima rivela che in quel momento preciso la marchese si rende conto che sta perdendo tutto o che addirittura ha già perso tutto. Voulez-vous ajouter autre chose à propos de ridicule Oui, non, c'est très bien. Non, il faut qu'on aille plus vite parce que les gens vont s'ennuyer après. D'accord. Allora passiamo alla Fille du Pont, un film del 1999. La fille sur le pont. Oui, La fille sur le pont, pardon. Excusez-moi, La fille sur le pont, La ragazza sul ponte del 1999. Nous avons prévu de faire une petite démonstration. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. J'ai les couteaux. Alors, après les couleurs flamboyantes de ridicule, vous passez ici au noir et blanc, donc ce qui montre combien vous êtes éclectique et combien vous aimez vous mesurer avec toutes les techniques du cinéma, tous les moyens visuels que peut offrir le cinéma. Dunque, dopo i colori fiammeggianti che abbiamo visto nel film precedente, in questo film Patrice Lecomte si cimenta con il bianco e nero, il che dimostra che
è molto interessato a tutte le tecniche e a tutte le capacità visive del cinema. Ouais, ce qui est vrai, c'est que j'aime bien faire des choses différentes pour pas m'ennuyer, Mi piace fare cose diverse per non annoiarmi, de faire des choses que je ne suis pas toujours sûr de savoir faire. e di fare anche cose di cui non sono sicuro di essere capace di farle. C'est essentiellement ce qui me motive, d'aborder des projets que je ne suis pas sûr de réussir. È la cosa che mi motiva di più, cioè affrontare progetti di cui non sono certo di essere capaci di riuscirli. Et vous parliez des couleurs de ridicule. Et si ce film-là, je l'ai fait en noir et blanc, c'est parce que j'avais peur justement qu'il y ait trop de couleurs. Je voulais pas qu'il y ait de couleurs. Parce que dans le musical, il y a des plumes, il y a des paillettes, et trop de couleurs. Donc je voulais pas. Lei parlava prima dei colori fiammeggianti di Ridicule, e in questo film appunto avevo paura che ce ne fossero troppi, perché nel musical ci sono tante paillette, tanti lustrini, tanti colori, e quindi ho preferito evitarli. Oui, c'est tout. Dans ce film, et dans cette scène en particulier, c'est, je dirais, l'apothéose du couple Eros-Thanatos ici. On est en plein. Eros et Thanatos, les Voilà. luettistes célèbres. Voilà. In questa scena ovviamente si può dire che sia l'apoteose della coppia Eros-Thanatos, perché sono amanti nella vita e nel lavoro cioè lei soprattutto, accetta di correre questo rischio grandissimo. Donc d'un côté, il y a le fait que Gabor, chaque soir, prend des risques de plus en plus grands vis-à-vis d'Adèle, alors qu'en fait, c'était au départ, au moment de leur rencontre, c'était la présence tutélaire qui l'a sauvé du suicide. Donc la situation se renverse d'une certaine manière. Et puis à son tour, c'est elle qui le sauvera du suicide. Donc je voulais vous demander, toujours du point de vue existentiel, est-ce que vous pensez qu'on peut effectivement sur son chemin rencontrer des présences tutélaires? Alors je vais traduire. Je vais vous dire. Dicevo dunque che in questi spettacoli lei corre veramente un rischio di morte altissimo, mentre in realtà nelle scene precedenti è stato lui a salvarla dal suicidio, e poi dopo queste scene sarà lei a salvarlo dal suicidio. Quindi chiedevo a Patrice Lecomte se secondo lui tutti possiamo incontrare sul nostro cammino delle figure tutelari che ci proteggono, che ci aiutano. Non, je ne sais pas vraiment s'il y a comme vous dites, des rencontres tutélaires. Ça, j'en suis pas forcément sûr. Mais en tout cas, les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus important. Une rencontre peut changer une vie, évidemment. Non sono sicuro, come dice lei, che ci siano incontri tutelari, ma la cosa ovvia e sicura è che gli incontri sono fondamentali, molto importanti, e che possono cambiare una vita. Que ce soit une rencontre amoureuse, sentimentale ou pas forcément, toutes les rencontres sont importantes. Enfin, certaines rencontres sont très importantes. Anche se, cioè, certi incontri sono importantissimi, anche se non sono necessariamente incontri amorosi o sentimentali. Mais pour faire des rencontres, il faut ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Ma naturalmente per fare incontri bisogna aprire gli occhi sul mondo che ci circonda. Parce que si on reste le nez tout le temps plongé sur son smartphone, on rencontre personne. Perché ovviamente se avete sempre il naso e gli occhi sul vostro smartphone, non c'è rischio che facciate incontri. D'accord. Bon, je pense qu'on peut peut-être passer à La Veuve de Saint-Pierre. Alors, La Veuve de Saint-Pierre qui a été traduit en italien, L'amore che non muore mai. Un amour ne meurt jamais. Oui, et je trouve que c'est pas mal. Enfin, vous comprendrez pour... Enfin, non, oui. Je sais pas. Non, alors, très sincèrement, je pense que le titre en français est nul. Non, c'est vrai. Malgré le jeu de mots Enfin, sur Veuve. Ah, le titre, pas nul, c'est violent, mais et pas bien. Le titre en français? Ouais. Ah oui. Dicevo che dunque il titolo del film è stato tradotto secondo me in modo molto pertinente, L'amore che non muore mai, e Patrice Lecomte dice che il titolo francese in realtà non è un granché. Nonostante il gioco di parola sur veuve, veuve in francese significa due cose, vedova oppure la ghigliottina, che renderà vedove due donne, come vedrete. Non, parce que la veuve en français, c'est le surnom qu'on donnait à la guillotine. Mais ça, Oui. personne ne le sait. Je viens de le dire.
Pardon. Mais j'ai pas écouté. Oui, oui. Et Saint-Pierre, alors Saint-Pierre, on pense bêtement, non pas à Saint-Pierre-Miquelon, mais on pense à Saint-Pierre au paradis. Et donc la veuve de Saint-Pierre, ça n'évoquait rien aux gens. C'était pas un bon titre. Mais il vous a été imposé? Il vous a été imposé? C'était le titre du scénario. On ne s'est pas posé la question, on trouvait ça bien, parce que nous, on connaissait l'explication, mais pour les gens qui ne connaissent pas, la veuve de Saint-Pierre, ça évoque rien, alors que c'est une très très belle histoire d'amour, quoi. Et la veuve de Saint-Pierre, ça évoque pas une très très belle histoire d'amour. Dunque, come dicevo, c'è il gioco di parola sulla parola veuve, vedova e ghigliottina. Poi c'è anche il fatto di Saint-Pierre, San Pietro. Le persone automaticamente pensano a San Pietro nel cielo e non alla località geografica di Saint-Pierre. Ma il titolo era quello, e anche se non gli piace, comunque è il titolo di una splendida storia d'amore. Dunque propongo di guardarla. Donc, la veuve de Saint-Pierre, voilà. Il faisait très froid. Oui, on le sent. Très très froid. Faceva freddissimo et si sente vedendo le immagini. Oui, nous sommes donc ici dans une toute autre atmosphère, le grand froid canadien, mais comme vous le disiez tout à l'heure, avec une autre très belle histoire d'amour encore. Je dirais à nouveau un couple fusionnel, mais contrairement à Mathilde et Antoine dans Le mari de la coiffeuse, qui vivent complètement repliés sur eux-mêmes dans leur paquebot immobile, comme ils disaient. Ici, nous avons un couple fusionnel, mais en fait, fusionnel, mais avec un projet ouvert aux autres. Et en particulier avec le projet donc, de sauver Neil, qui est accusé de meurtre et donc qui va être guillotiné. Est-ce que vous pensez aussi, comme Pauline, la femme du capitaine, que la rédemption est toujours possible? Allora, dicevo che qui siamo ancora in un'altra atmosfera, siamo nel grande nord canadese con un grandissimo freddo, un'altra bellissima storia d'amore. Contrariamente all'amore, diciamo, molto in osmosi della parrucchiera di suo marito, qui abbiamo una coppia che invece si apre agli altri e in particolare cercano di salvare dalla ghigliottina questo pescatore che ha commesso un omicidio. E chiedevo a Patrice Lecomte se anche lui condivide questa idea che la redenzione è sempre possibile. En fait, je vous oblige à traduire en italien d'abord pour nos amis. Quand je vous demande de traduire en italien, c'est pour nos amis, oui, mais c'est bien aussi sûr. parce que ça me permet de réfléchir à la Ah oui, réponse. d'accord. Dice che quando mi chiede di tradurre naturalmente lo chiede per voi, ma perché questo momento gli permette anche di riflettere alla sua risposta. Et bien sûr, je crois, sans être avocat, mais je suis sûr que toute rédemption est possible et que personne n'est mauvais à 100%. C'est pas pensable. Même la pire des crapules, même quelqu'un qui aurait fait quelque chose d'épouvantable, il y a tout le temps, il y a forcément quelque chose à sauver, quoi. La rédemption est toujours possible, je suis sûr. Effettivamente sono convinto che la redenzione sia sempre possibile, cioè nessuno di noi è cattivo al 100%, anche la persona che ha commesso gli atti più efferati, anche in queste persone c'è ovviamente qualcosa da salvare. Il y a une autre très grande qualité qui paraît dans les personnages de ce film, c'est, je dirais, la loyauté. La loyauté au sein du couple, avant toute chose, mais aussi la loyauté dans les relations entre hommes. Par exemple, entre le capitaine et Neil, à aucun moment, enfin à un moment donné, Neil rassure la femme du capitaine en lui disant « mais il n'y a aucun risque que je m'échappe, car je sais très bien que c'est votre mari qui irait à la guillotine à ma place ». Et dans une autre scène, je trouve qu'il y a un dialogue absolument extraordinaire entre le capitaine donc, qui est convoqué à Paris à la cour martiale, qui va être exécuté, et son commandant. Et le commandant dit, j'ai oublié les termes, mais il lui dit je vous demande de me faire confiance, et il répond vous l'avez entièrement. Voilà. Donc je trouve que dans ce film, contrairement à Ridicule par exemple, qui est un monde complètement factice, de sentiments faux, hypocrites, etc., ici on a affaire à des personnages qui se caractérisent vraiment par une loyauté et une grande noblesse. Dicevo che l'altra grande qualità secondo me dei personaggi di questo film è la lealtà.
Non solo la lealtà all'interno della coppia, ma anche la lealtà nelle relazioni tra uomini, per esempio tra Neil, il condannato, e il capitano. Neil rassicura la moglie del capitano dicendo che non c'è assolutamente nessun rischio che lui evada, che lui lui scappi, perché sa benissimo che sarebbe il capitano ad essere giustiziato al posto suo. E c'è anche in questo film un bellissimo dialogo tra uomini, tra il capitano convocato a Parigi alla corte marziale e il comandante che gli fa pienamente fiducia. Quindi secondo me è una qualità grandissima, bellissima, che si oppone totalmente al mondo fittizio, ipocrita, che abbiamo visto nel film precedente, Ridicule. Une autre idée aussi très moderne, je dirais, ce sont des personnages presque sartriens, en fait, qui s'assument complètement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je ne dirais pas sartrien, mais enfin, je pense qu'il y a une part infiniment romantique dans le personnage du capitaine joué par Daniel Auteuil. Oui. Non so se direi che siano veramente personaggi sartriani, ma comunque c'è una grande parte di romanticismo nel personaggio incarnato da Daniel Auteuil, che è il capitano. Parce que le romantisme, enfin on ne peut pas le résumer juste à ça, mais c'était d'aller jusqu'au bout de la mort, de l'amour, même si ça doit conduire à la mort. Et c'est exactement Daniel Auteuil, enfin le capitaine, sait qu'en bravant les autorités militaires, il court à sa perte. Mais il s'en fout parce que c'est pour amour pour sa femme. Naturalmente non possiamo ridurre la definizione di romanticismo a semplicemente all'amore estremo, ma effettivamente in questi personaggi il loro amore, cioè non esitano ad andare fino alla morte per amore. È il caso del capitano che sa benissimo che affrontando le autorità francesi potrà solo essere giustiziato, ma lo fa per amore per la moglie. Voulez-vous ajouter quelque chose sur ce Non, film? juste une chose, c'est que c'était la première fois que ce réalisateur, Emir Kusturica, faisait l'acteur. Il a adoré ça. Et c'est une idée que j'ai eue. Et les producteurs m'ont dit, mais il n'est pas acteur. J'ai dit, mais on n'a qu'à lui demander, puis on verra bien. Et il a dit, oui, c'est original. Et il l'a fait, et il a été formidable. Aggiungerei semplicemente che per il regista Emir Kusturica era la prima volta che recitava come attore. Quando l'ho proposto ai miei produttori sono rimasti un po' sorpresi, ma ho detto, possiamo sempre chiedere e vediamo la reazione. Ha accettato ed è stato bravissimo nella sua parte. On passe à l'homme du train? Allora, proponiamo ora L'uomo del treno, realizzato nel 2002. Alors voici de nouveau Jean Rochefort qui a retrouvé ses moustaches. Et Johnny Hallyday, pourquoi ce choix qui m'a surprise? C'est Johnny Hallyday qui m'a proposé. Ah bon? Dicevo, dunque abbiamo ritrovato l'attore prediletto Jean Rochefort che ha di nuovo i suoi baffi, accompagnato da Johnny Hallyday che è un cantante famosissimo in Francia, e la scelta mi aveva stupito. E Patrice Lecomte spiega che è stato Johnny Hallyday egli stesso a proporgli di recitare in questo film. Parce que de moi-même, tout seul, je pense que je n'aurais jamais eu l'idée d'avoir un projet de film avec Johnny. J'aimais bien ce type-là, mais je ne le connaissais pas. J'aurais jamais eu l'idée tout seul. Effettivamente io stesso non ci avrei mai pensato, non avrei mai avuto questa idea, ma è stato lui a venire verso di me. Et c'était un jour, à une cérémonie des Césars, il avait remis un César, moi aussi, on se retrouve tous les deux face à face backstage, et il vient vers moi, il se présente, il me serre la main et il me parle de mes films. Ci siamo incontrati un giorno durante una cerimonia di consegna dei César, avevamo consegnato tutti e due un César, ci siamo ritrovati tutti e due insieme nel backstage, è venuto verso di me, si è presentato et mi ha parlato dei miei film. Parce qu'il est très cinéphile, il voyait beaucoup de films et il avait une très bonne mémoire. Et à la fin, ça me touchait qu'il me parle de mes films comme ça. À la fin, il me met la main sur l'épaule et il me dit, cette formule qui était vraiment très jolie, il me dit, un jour, j'aimerais bien être filmé par toi. In realtà Johnny Hallyday amava molto il cinema, guardava tantissimi film, aveva un'ottima memoria. E alla fine della nostra conversazione mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto,
mi piacerebbe essere filmato da te. Ha avuto questa formula molto carina. Et donc c'est resté dans un coin de ma tête, j'ai essayé d'imaginer des histoires et je ne trouvais rien jusqu'au jour où je me suis dit, ah voilà, on va faire les rencontres toujours, on va faire se rencontrer Johnny Hallyday et Jean Rochefort, parce que ces deux personnages, si on les met dans un film, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Quindi avevo sempre tenuto in mente questa idea e un giorno, sempre nella teoria degli incontri, ho pensato di far incontrare Jean Rochefort e Johnny Hallyday, due personaggi molto diversi, per vedere cosa ne sarebbe venuto fuori. Et petite anecdote qui m'avait énormément touché, c'est que le film a eu la chance d'être en sélection officielle à la Mostra. Et donc on vient à la Mostra avec Jean, Johnny, moi, nos femmes. On était très heureux d'être là. E quindi è un aneddoto, il nostro film è stato selezionato alla Mostra di Venezia e quindi siamo venuti tutti e tre, Jean Rochefort, Johnny Hallyday e io con le nostre mogli rispettive ed eravamo molto felici di essere qui. Le film a été très applaudi, alors on se lève tous les trois. J'avais Jean à ma droite, Johnny à ma gauche, j'étais au milieu et on faisait comme ça. Il film ha riscosso grandissimi applausi, quindi ci siamo alzati e avevo Jean Rochefort alla mia destra e Johnny Hallyday alla sinistra e ci siamo inchinati. Et Johnny se penche tout près de mon oreille et il me dit « Merci Patrice, c'est le plus beau jour de ma vie ». E Johnny si è inclinato verso di me e nell'orecchio mi ha sussurrato «Grazie Patrice, è il giorno più bello della mia vita». Alors, cette phrase m'a touché mais m'a troublé aussi, donc après, en route pour le cocktail, je le prends à l'écart et je lui demande pourquoi il m'avait dit ça. Naturalmente questa frase mi ha molto toccato, mi ha anche turbato e mentre andavamo a prendere il nostro cocktail gli ho chiesto perché mi avesse detto questa frase. Parce que je lui dis, mais il y a des stades entiers, il y a des dizaines de milliers de personnes qui t'ont applaudi dans ta vie, et souvent. Perché in realtà ci sono stati stadi interi, sale colme che ti hanno applaudito nella tua vita e molte volte anche. Il m'a dit, ouais, mais là, ce soir, c'était comme acteur. Sì, però questa sera era in quanto attore. Et le fait est que quand il m'avait dit ça, c'est le plus beau jour de ma vie, je me suis retourné vers lui, il pleurait. E difatti quando mi ha detto per me è il più bel giorno della mia vita, mi sono girato verso di lui e mi sono accorto che stava piangendo. À propos de ce que nous disions pour le film précédent, pour la rédemption, c'en est une illustration de voir que quelqu'un qui s'apprête à braquer une banque, en fait, se soucie de la fin d'un poème. Oui, le film raconte un professeur de français à la retraite dans une petite ville de province, un gangster pas formidable, hein, et chacun a envie de l'autre. C'est-à-dire que le gangster voudrait avoir une vie tranquille, le professeur de français voudrait avoir une vie aventureuse. Et c'est vrai qu'on a souvent envie, je ne sais pas si on a raison ou pas fondateur, on a souvent envie de la vie des autres, alors que notre vie est peut-être formidable. Enfin, la mienne l'est, hein, mais... Dicevo che questo film in realtà illustra quello che dicevamo prima dell'altro film, la nozione di redenzione, perché in realtà Johnny Hallyday, che è un gangster che sta per rapinare una banca, in realtà si preoccupa di conoscere la fine di una poesia. E effettivamente abbiamo forse torto tutti di cercare sempre in l'altro quello che non abbiamo. Per esempio il vecchio professore che ha avuto una vita molto tranquilla, molto ragionevole, sogna di avventura, mentre il gangster vorrebbe una vita tranquilla. Quindi forse abbiamo torto di cercare sempre negli altri quello che non abbiamo. Per quanto lo riguarda, la sua vita è bella e ne è contento. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, peut-être qu'on peut dire aussi qu'ici la situation se renverse, c'est-à-dire que tous les deux deviennent professeurs en fait. Le professeur apprend à tirer e c'est Johnny Hallyday qui devient professeur enfin lui apprend il poème. E sì, la cosa interessante in questa scena in particolare è che i ruoli si capovolgono, cioè nel senso che anche il gangster diventa professore e ha qualcosa da trasmettere e da insegnare. Voulez-vous préciser autre chose à ce propos? No? Allora penso che possiamo passare all'ultimo film, così avremo forse anche un po' di minuti per parlare con Patrice Lecon. Vous souhaiteriez répondre aux questions? S'il y a des questions du public? On laisse quelques minutes? Oui. Moi, je suis à votre disposition. Voilà.
Quindi passiamo all'ultimo film e poi eventualmente cominciamo un dialogo con Patrice Leconte. Quindi l'ultimo film, Le Magasin des Suicidés 2012. Alors dans ce film, Patrick Leconte, vous vous mesurez encore avec une autre technique, enfin une technique tout à fait différente, l'animation. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'expérimenter cette nouvelle façon de travailler? Dunque in questo film Patrick Leconte sperimenta un'altra tecnica ancora, che è quella dell'animazione, e gli ho chiesto perché ha voluto sperimentare questo modo di lavorare. C'est adapté d'un roman que je connais bien, qui s'appelle Le Magasin des Suicides, qui est écrit par Jean Telet, qui est un ami. Dunque è l'adattamento di un romanzo scritto da un amico, un romanzo che conosco molto bene, è intitolato Il negozio dei suicidi. Et on m'avait déjà proposé d'adapter ce roman, et j'avais dit non, on peut pas adapter. Enfin, encore une fois, à moins d'être Tim Burton, mais je suis pas Tim Burton, donc j'avais dit non merci, c'est pas possible. Mi era già stato proposto diverse volte di adattare questo romanzo, ma mi sembrava impossibile, almeno di essere Tim Burton, che non sono. Quindi mi sembrava un'iniziativa impossibile da realizzare. Et quelques années plus tard, enfin un peu plus tard, un autre producteur qui avait récupéré les droits du bouquin m'a fait la même proposition. E un po' di anni dopo un altro produttore che aveva recuperato i diritti sul libro mi ha fatto la stessa proposta. Et je lui ai dit mais non, j'ai déjà dit non, c'est pas possible. Et c'est lui qui m'a dit mais mon idée c'est d'en faire un film d'animation. E gli ho detto no, mi è già stato proposto, secondo me non è possibile, eccetera. Ed è stato questo produttore a darmi l'idea di fare un film di animazione. Et j'ai trouvé l'idée brillante parce que l'animation, je ne vous apprends rien, on n'est pas dans la vraie vie, et donc ça me permettait d'aller assez loin dans un humour très très noir, et très joyeux et très noir à la fois. E secondo me è stata un'ottima idea perché, come lo sapete, l'animazione permette di andare, di spingersi molto oltre nel lavoro cinematografico, e quindi questo mi permetteva di fare un lavoro, come dire, di sfruttare l'umorismo nero su questa tematica. Donc généralement, enfin assez souvent on me pose la question, est-ce que c'est vous qui avez fait les dessins? Molto spesso mi viene chiesto se sono stato io a fare i disegni. Non, c'est pas moi. J'aurais bien aimé, mais non, ça aurait... Là déjà, ce film-là, ça a duré 4 ans. Si j'avais fait les dessins, ça aurait duré 40 ans. No, non sono stato io purtroppo, sono stati fatti da un'altra persona. La lavorazione è durata 4 anni, quindi se fossi stato io sarebbe durata 40 anni. Et je me suis... Enfin, et j'ai eu tout de suite... j'ai dit oui tout de suite à ce producteur. E ho subito detto di sì a questo produttore. Et surtout, j'ai eu l'idée aussitôt d'en faire un film musical avec des chansons. E subito mi è venuta l'idea di farne un film musicale con delle canzoni. Parce que je trouvais que ça donnerait une espèce de contrepoint assez ironique et joyeux par rapport à un sujet qui n'est pas d'une gaieté folle. Perché questo avrebbe dato una dimensione, un contrappunto allegro e ironico a un argomento molto tragico in realtà. Et anecdote, je suis venu en Italie pour assurer la promotion du film, pour la sortie en Italie. Un altro aneddoto, quindi sono venuto in Italia per la promozione del film. Par parenthèse, le distributeur italien a fait une version doublée qui est exemplaire, qui est absolument géniale. Enfin, il vaut mieux voir le film en version doublée en Italie. Tra parentesi aggiungerei che il film doppiato in italiano è un capolavoro fatto molto bene, è quasi meglio vederlo in italiano. Et le film sortait quelques jours plus tard, et le distributeur, alors qu'on faisait des interviews, apprend que le film était interdit aux moins de 22 ans, moins de 21 ans, pardon. Il film doveva uscire un po' dopo e il produttore ha saputo in quel momento che il film era vietato ai meno di 21 anni. Et je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, ils étaient anéantis évidemment, et ils ont passé des coups de fil partout en disant que ce n'était pas possible, et ils ont obtenu en fin de compte au dernier moment que le film ne soit pas interdit du tout. Donc on est passé de l'interdiction au moins de 21 ans à pas d'interdiction du tout. Le système italien est parfois pas très cohérent, mais c'était bien. Quindi naturalmente erano esterrefatti, non so come se la siano cavata, ma comunque hanno fatto tante telefonate, tante pratiche, e hanno ottenuto che il film
che il film non fosse vietato a nessuno, quindi siamo passati da un estremo all'altro. Questo succede in Italia, ma in questo caso è stato benefico così, è stato proficuo. Mais en fait, je crois que j'ai compris pourquoi. C'est parce que le comité de censure avait imaginé que ce film était une apologie du suicide, alors que c'est exactement le contraire, évidemment. In realtà credo di aver capito perché c'è stato questo rovesciamento della situazione e perché il comitato di censura aveva interpretato questo film come un'apologia del suicidio, mentre in realtà è assolutamente il contrario. Alors je voudrais peut-être terminer notre conversation en disant que justement c'est très bien de terminer sur cette dernière image qui est justement un hymne à la vie et au sourire. Oui, bien sûr, mais j'ai une théorie qui n'engage que moi, c'est que la vie n'est pas rigolote tous les jours, vous avez remarqué, et donc ça sert à rien de faire des films qui la rendent encore moins rigolote. Et donc j'essaye de faire des films qui, avec légèreté, fantaisie ou émotion, pourquoi pas, emmènent plutôt les gens vers le haut que vers le bas. Dicevo che mi piaceva l'idea di concludere su questo inno alla vita e al sorriso. E Patrice Lecomte spiega che, come sappiamo tutti, la vita non è sempre allegra, ma lui cerca almeno col suo lavoro di dare un po' di gioia, di luce e di propulsare sempre più in alto. Voilà. Merci. Tutto ok?